Et en même temps, la participation de, comme j'ai dit, le fait que le Hamas participe aux élections, c'était un pas vers la modération. Et le fait de le laisser gérer les affaires courantes, c'est... en Égypte, le slogan « Les frères musulmans sont aussi une organisation extrêmement divisée, avec des tendances, etc. Mais il y a des tendances qui disent qu'il faut adopter la voiture, c'est-à-dire le droit au 27, la démocratie, etc. Le problème, c'est que ils ne sont jamais confrontés au problème du gouvernement. Donc ils peuvent développer comment dire, des slogans pour dire l'islam c'est la solution, ça ne coûte rien, ça leur permet de garder une force importante, mais si demain ils étaient au gouvernement, je parle de l'Égypte, d'abord, comme vous savez, c'est un régime présidentiel, donc le fait qu'ils soient au gouvernement leur donne un certain nombre de pouvoirs, mais pas vraiment tous les pouvoirs. Et puis, le fait de les confronter, c'est une partie de la force, il faut le dire, une partie de la force vient du fait que quand on est dans l'opposition, la démagogie c'est relativement facile. Et que régler les problèmes de l'Égypte, au sens concret du terme, ils devaient être ministère du Travail, ministère d'eux, etc., je ne suis pas sûr qu'ils y arriveraient, mais peut-être qu'ils y arriveraient d'ailleurs. Encore une fois, l'exemple de la Turquie montre, dans d'autres conditions, comment s'est faite cette évolution. Donc, quand il y a eu le gouvernement du Hamas, l'Union européenne et les États-Unis ont posé 3 conditions pour reconnaître le gouvernement du Hamas. Un, c'est que le gouvernement du Hamas reconnaisse Israël. 2, que le Hamas renonce à la violence. 3, que le Hamas accepte les traités qui avaient déjà été signés. Ça amène 2 remarques, si vous voulez. La première, c'est que si on demande ça à un des deux protagonistes, il faut le demander à l'autre. C'est-à-dire, si on demande au Hamas de reconnaître de reconnaître Israël, il faut demander à Israël de reconnaître l'État palestinien, ce qu'il n'a toujours pas fait. Et j'ai interviewé une fois Khaled Meshal, qui est le chef politique, le chef du bureau politique du Hamas, et il me dit, mais reconnaître Israël dans quelles frontières? Puisque Israël même ne définit pas ses frontières. Deuxièmement, si on demande au Hamas de renoncer à la violence, il faut au moins demander à Israël de renoncer à la violence. Et quand vous voyez la proportion entre le nombre de tués, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. De gens tués par l'armée israélienne ou de gens tués par le Hamas, il y a une disproportion totale. Donc, et le dernier élément, c'est si la communauté internationale pense vraiment la seule bonne solution, c'est 2 États côte à côte, que le Hamas a accepté à plusieurs reprises de manière plus ou moins nette, si elle pense ça, et qu'elle veut l'imposer, d'abord il faut qu'elle l'impose aux 2 parties, et deuxièmement, le meilleur moyen de faire évoluer, entre guillemets, le Hamas, c'est de discuter avec lui. C'est pas de le maintenir dans une espèce de ghetto et dans laquelle il n'y a pas de possibilité d'évoluer et de changer. Si on prend un exemple historique, je vous rappelle que dans les années 70, l'OLP a été dénoncée par Israël, par les États-Unis, comme une organisation terroriste. Et on refusait tout contact avec elle. À l'époque, la position de l'Union européenne, c'était pas, enfin de la communauté économique européenne, ça s'appelait comme ça, c'était pas du tout d'accepter les actions de type détournement d'avions, etc. C'est de dire la meilleure manière de faire évoluer les choses, c'est de dialoguer avec. Et donc on a invité Arafat à Vienne, à Paris, etc., etc. Donc il y a des choses quand même comme ça qui sont importantes, qui passent par le dialogue. Or, ce dialogue avec le Hamas, on le refuse. On encourage à l'intérieur de cette organisation les éléments les plus extrémistes qui disent de toute façon il n'y a aucune solution possible, regardez, ils ne veulent pas dialoguer avec nous, etc. Et on maintient une impasse parce que tout le monde sait qu'il déjà, je suis assez sceptique sur la capacité
enfin, sur la volonté du gouvernement israélien de négocier avec l'autorité palestinienne, mais même s'il négociait avec l'autorité palestinienne, même s'il avait un accord, si un accord était signé, il est difficile de concevoir que cet accord puisse être avalisé sans un parti qui représente la moitié des Palestiniens. Pour dire sur un aspect, une partie de votre réponse concernant l'islamisation de Gaza. Dans le film que nous venons de voir, j'ai particulièrement apprécié la séquence où on voit le groupe de jeunes rappeurs dans les studios de Radio Gaza, et où ensuite on constate que leur interview est censurée, écourtée, on dit, pour ne pas déplaire aux religieux. Alors, je voulais savoir si vous savez si les médias à Gaza sont sous le contrôle des religieux, mais qui exercent une sorte de censure sur l'information, et d'une façon plus générale, quelle est aujourd'hui la place des laïcs dans la population palestinienne. D'abord, comme je l'ai dit, Gaza est un territoire qui est particulièrement traditionnel, particulièrement où l'influence à la fois des frères musulmans comme organisation politique, le Hamas, est très forte, et de l'islam est très forte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En même temps, et l'islam est une religion acceptée par 99% des gens, y compris ceux que vous appelez laïcs. Il n'y a pas de... Si vous voulez, c'est difficile de faire des parallèles avec ce qui se passe en France. La place de la religion dans la société, pas seulement palestinienne, mais en général dans les sociétés du Proche-Orient, est une place très, très importante et qui n'est pas une place qui envoie de diminution. Je dirais au contraire, on assiste, comme vous savez, à une espèce de réislamisation pour des raisons diverses. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'islamisation de la société. Je vais vous donner une anecdote pour essayer de comprendre, pour essayer de faire comprendre. Avant les accords de Oslo, en 1993, Gaza, en gros, 95% des femmes portaient le foulard. Quand l'autorité palestinienne retourne en 94-95, la moitié des femmes l'enlèvent. Et aujourd'hui, de nouveau, la quasi-totalité des femmes. Si vous voulez, ce n'est pas seulement une question de normes imposées, c'est aussi une question de situation dans laquelle on vit. Les femmes enlevaient le foulard, elles pouvaient aller à la plage, elles pouvaient sortir, il y avait une espèce d'atmosphère en 94-95 qu'on était à la veille de la libération. Et puis tout ça s'effondre, et les gens vivent dans des conditions épouvantables, et la religion est un refuge. Il faut bien comprendre, et je dirais plus que comprendre, il faut aussi l'accepter. Dans un certain nombre de sociétés, face en plus à ce qui apparaît comme une occupation étrangère, la religion est un refuge pour les gens et une forme aussi de résistance. Il ne faut pas oublier que dans les mouvements anticoloniaux de toute la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, c'était au nom, ça se faisait notamment dans le monde musulman, au nom de l'islam. D'ailleurs, à l'époque, nous les Européens, on qualifiait justement ces mouvements de réactionnaires parce qu'ils se faisaient au nom de la religion alors que nous, on avait séparé l'Église et l'État. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de parallèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les organisations qui traditionnellement étaient des organisations plus proches de la gauche, disons, qui était le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique, ont beaucoup perdu en influence. Le Fatah, en revanche, a toujours été une organisation profondément marquée par l'islam, contrairement à l'image qu'on en a. Et il faut dire même que pendant les années 90, où l'autorité palestinienne dirigeait, toute une série de lois réactionnaires, y compris de lois contre les femmes, ont été adoptées par le gouvernement, par l'autorité palestinienne. Alors, voilà, c'est cette situation. Le problème, c'est que pour les Palestiniens, la question essentielle, non seulement n'est pas la lutte contre la religion, ni même
la séparation de l'Église et de l'État, pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a rien à séparer. Mais au-delà même de ça, c'est pas aujourd'hui le problème. Le problème, c'est le problème de la libération. Et c'est vrai, mais ça amènerait un autre débat, que bon, dans le Proche-Orient, les mouvements qui, dans les années 50-60, ont représenté, disons, le nationalisme révolutionnaire, que ce soit de Nasser, ou il y avait le Baas, etc., sont des mouvements qui ont complètement disparu et qui a une réislamisation de la société qui est due à beaucoup de facteurs. Le rôle de l'Arabie saoudite, l'échec du nationalisme arabe, l'échec du modèle occidental, mais il faut bien le voir de manière contradictoire. Si on prend la question des femmes, qui souvent soulève beaucoup de débats chez nous, si on prend les femmes au Proche-Orient, aujourd'hui on peut dire 4 choses importantes. Un, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont à l'université. Dans beaucoup de pays, elles sont la majorité des étudiants. En Iran, en Arabie saoudite, la majorité des étudiants, c'est des étudiantes. Deuxièmement, elles travaillent de plus en plus. Elles sont, même si ça reste encore relativement faible comparé à d'autres pays, la tendance, c'est à travailler plus. Troisièmement, elles ont la transition démographique est à peu près faite partout. C'est-à-dire, transition démographique, c'est-à-dire le passer de 8 enfants à 2 enfants. Et on sait que c'est un élément décisif de la libération des femmes. Et quatrièmement, elles portent de plus en plus ce foulard. Et il faut accepter cette chose, enfin, que c'est contradictoire. En même temps, ces femmes ne voient pas le port du foulard comme nous pouvons le voir. Donc c'est aussi essayer un peu de fois de se décentrer dans le regard occidental. Donc on a cette réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que plus nous avons au Proche-Orient une non-solution de la question palestinienne, une guerre en Irak, le sentiment de régimes dictatoriaux qui soutenus et qui maintenant, on a ce truc extraordinaire, c'est que non seulement on a des monarchies où le fils succède au père, mais maintenant c'est république aussi. Et on a vu ça en Syrie, en Libye on nous prépare ça, en Égypte on nous prépare ça, etc. Plus on a une situation de désespoir réel des gens, plus il y a une force de la religion. Ça n'a pas, enfin, c'est un rapport. Si vous voyez les camps palestiniens au Liban, où les Palestiniens ont subi depuis le départ de l'OLP en 82, vraiment une situation très difficile, avec une vraie oppression, avec des vraies mesures prises pour les empêcher de travailler, etc. Vous avez eu une islamisation massive de ces camps. Parce que la religion est aussi un refuge pour les gens. On peut le regretter, on peut penser que ça devrait se passer autrement, mais c'est la réalité.